député Zumkeller. La parole est à monsieur Alain Touré pour le groupe radical républicain démocrate et progressiste. C'est pour 10 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le garde des Sceaux, Monsieur le Président, Madame le rapporteur, la rapporteuse de la loi, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt, Monsieur le Ministre, vos réflexions sur l'évolution de la pensée politique depuis Platon jusqu'à Aristote. Il se trouve qu'ayant enseigné les idées politiques dans une carrière passée, j'ai retrouvé tout un peu l'évolution de la pensée en la matière. Il ne faut pas s'arrêter à Platon et Aristote. Il faut monter à Caton d'Utique et à Caton l'Ancien. Et après Caton d'Utique et Caton l'Ancien, il faut faire un saut naturellement vers Rousseau qui a repris, sous l'influence d'ailleurs de Cicéron, une pensée philosophique et politique forte. Ce qui a amené Robespierre, dans ses grands discours et ses indications avec Saint-Just, à faire toute la définition de la vertu, la virtu, la République. On est passé de la virtu à la vertu républicaine. Cette virtu, c'était finalement ce que Robespierre a toujours voulu, à savoir la pureté qui s'appuie sur un état de violence caractérisé, violence intérieure, qui doit naturellement arriver ainsi à retrouver, dans le cadre de ces discussions avec Saint-Just, les fondements de la République. Que voulait Robespierre? Il voulait absolument qu'il y ait cette vertu républicaine. Et il donnait ceci comme définition de la République, c'est la terreur du droit s'appuyant sur la pureté des citoyens. Terreur du droit, bien sûr, car le droit est quelque chose de terrible. Chacun doit s'y soumettre. Pureté des citoyens, bien évidemment, car le citoyen en lui-même est l'objet même de la République et il doit s'appuyer sur cette charte de déontologie qu'est la loi suprême. Fallait-il donc légiférer sur les obligations de notre Cour suprême? C'est une question qui n'était pas évidente, mais bien évidemment, la pyramide juridique sur laquelle nous nous appuyons n'aurait eu aucun sens si elle ne s'appliquait pas à la Cour suprême. D'autant plus que la Cour suprême, pour reprendre justement les indications de nos anciens de la République romaine, s'appuie sur des magistrats qui sont des hommes politiques. Nous avons non seulement des hommes politiques nommés, mais des hommes politiques de droit. Obligatoirement, à partir de ce moment-là, le doute ne pouvait qu'exister. Le doute existant, il fallait à partir de là exiger l'impartialité, qui doit être commune à tous les organes juridictionnels. Impartialité, bien évidemment, pour la Cour de cassation, impartialité, bien évidemment, pour le Conseil d'État, mais surtout impartialité pour la Cour suprême. Or, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, le Conseil constitutionnel revendique d'être une Cour suprême, donc cette impartialité devait être de plus en plus forte. Madame la rapporteuse, vous avez vu cette impartialité sur 3 définitions. D'abord, le conflit d'intérêts, ensuite, la déclaration d'intérêts, enfin, la situation patrimoniale. Et il y a, à partir de ce moment-là, lorsqu'il y a un contrôle qui peut être fait sur nos magistrats du Conseil constitutionnel, obligatoirement, par le contrôle, une République plus forte qui s'établit. Est-ce qu'il fallait simplement soumettre les membres du Conseil constitutionnel à ces obligations? Non, il fallait aller au-delà. Il fallait aller au-delà parce que, justement, le Conseil constitutionnel est composé d'hommes et de femmes politiques, pour l'essentiel. Le plus souvent ministre de l'Ancien ou ministre de l'Intérieur. Rappelons-nous M. Roger Frey, qui fut l'un des premiers présidents du Conseil constitutionnel. Rappelons-nous le nombre d'anciens ministres qui ont été membres du Conseil constitutionnel. Rappelons-nous que des hommes politiques condamnés ont été présidents du Conseil constitutionnel, qu'à partir de ce moment-là, la notion républicaine de vertu devait s'appliquer un peu plus fort à eux. Alors, c'est toute la notion, en plus du conflit d'intérêts, déclaration d'intérêts, situation patrimoniale, du déport. Qu'est-ce que c'est que le déport? C'est l'obligation qui repose sur chacun des membres du Conseil constitutionnel de se départir, c'est-à-dire de se retirer lorsqu'il peut y avoir la moindre suspicion sur l'impartialité de la décision qui peut être rendue. Car finalement, qu'est-ce que l'on peut exiger de nos magistrats? C'est qu'ils soient impartiaux. On n'a jamais exigé qu'ils soient justes, on a exigé qu'ils soient impartiaux. Or, pour qu'ils soient impartiaux, il faut que leurs vertus soient insoupçonnables. Voilà pourquoi j'estime que vous avez contribué, Madame Untermaier, à établir un peu plus l'état de droit. Finalement, qu'est-ce que nous voulions les uns et les autres? Renforcer l'état de droit, établir l'état de droit, car l'état de droit, c'est le seul qui peut être respecté dans la République. Je vous remercie. Merci, monsieur.